Bienvenue au Forum del Moudjahid. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Nourdine Bouderba, ancien cadre de la CNAS et expert des questions de la sécurité sociale. Monsieur Bouderba, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Monsieur Bouderba va nous faire un petit exposé pour encadrer un petit peu les débats qui vont suivre autour de cette question de la caisse de retraite de la sécurité sociale. Monsieur Bouderba, tfaddal. Merci. Bonjour, monsieur, mesdames. Le problème de la sécurité sociale et celui de la retraite, c'est vrai que nous connaissons des difficultés qui, j'espère, sont momentanées et qui nécessitent des solutions qui nous permettent d'aller à l'avant en préservant les acquis du pays et les acquis des travailleurs. Mais il ne faudrait pas que ces problèmes de la sécurité sociale aujourd'hui soient un prétexte pour imposer des réformes qui n'apporteront aucune solution ni pour le pays, ni pour le travailleur. Moi, j'ai toujours défendu, en guise d'introduction, que l'Algérie a parmi les plus grands acquis de l'indépendance ce système de sécurité sociale qui est basé sur la solidarité et sur la répartition. Nous avons le meilleur système au monde. Je parle du point de vue de la structure, de l'architecture, du point de vue du principe et des lois. Maintenant, sur le plan de la pratique, c'est ça l'objet, on a plus de 2 heures de discussion, on va en discuter, les choses n'évoluent pas toujours dans le bon sens, et les choses peuvent connaître des accros, et ce n'est pas toujours qu'elles récoltent les solutions qu'il faut. Moi, je dirais juste une chose, c'est que si l'Algérie, entre 70 et aujourd'hui, elle a pu, sur le plan du développement humain, avoir, quoi qu'on en dise sur le plan de la politique, moi personnellement j'ai beaucoup de critiques par rapport au gouvernement, par rapport à la gouvernance du pays, mais si l'Algérie a pu atteindre, a pu porter, si vous voulez, l'espérance de vie de 50 ans en 70 à 76 ans aujourd'hui, 77 ans, c'est aussi grâce à la politique de la sécurité sociale qui a joué un rôle fondamental dans le pays. Si l'Algérie, dans les années 90, n'a pas explosé avec tous les problèmes qu'elle a connus, avec la période du terrorisme, et avec la période de la crise économique qu'on a connue, notamment avec le plan d'ajustement structurel, avec les revenus qui ont été pratiquement anéantis du pays, c'est aussi grâce, entre autres, à la sécurité sociale qui a joué un rôle fondamental dans la préservation de la cohésion nationale. C'est pourquoi je dis que la sécurité sociale peut être un tremplin, peut-être un ciment pour renforcer la cohésion nationale par le renforcement de la cohésion sociale, comme ça peut être un détonant pour la fracture sociale. Comme elle peut être un détonant pour la fracture sociale. Et c'est pour ça que je dis que quelles que soient les difficultés qu'il y a, la sécurité sociale, ce n'est pas une épicerie qu'on gère pour la confier au comptable. La sécurité sociale est un système qui assure tous les citoyens de l'Algérie, depuis leur naissance jusqu'à leur mort, et même au-delà, puisque vous avez des ayants droit qui vont prendre des pensions et des trucs de réversion, pour les assurer contre tous les aléas de la vie. Pour les assurer contre tous les aléas de la vie, la santé, l'éducation, des revenus de substitution lorsqu'on n'est plus en mesure de travailler, pendant la maternité, etc. Et c'est très important, pourquoi je dis ça, j'ai commencé par ça, pour dire que si aujourd'hui il y a des problèmes, ce n'est pas une épicerie pour venir piocher dans la poche des travailleurs et des salariés et de dire voilà les solutions. Moi je rejette catégoriquement ce genre de solutions parce qu'on a déjà fait, tout à l'heure dans le débat, on peut revenir si j'ai des questions sur ça, en 1997, la sécurité sociale avait connu des problèmes de déséquilibre et ce n'est pas ce qu'on avance officiellement que c'était dû à l'ordonnance 97-04 et à la retraite sans condition d'âge et à la retraite proportionnelle. Moi, je dément formellement, parce que j'étais administrateur de la CNAS de 92 jusqu'en 2001, et je connais très bien, j'ai tous les documents, j'ai même participé à certaines tripartites sur la question dans les moments. Ce n'est pas du tout à cause de ces 2 types de retraites que la sécurité sociale, et on va le voir tout à l'heure, a eu des difficultés et des déséquilibres en 97. Pour la simple raison que l'ordonnance 97-04 qui a institué ces 2 types de retraites est intervenue à la mi-97.
et que le déficit à la mi-97, il était de 32 milliards de dinars. C'est-à-dire que c'était des déficits de 94, 95, 96 et de 97. Et qui était dû parce qu'on avait, on va en revenir tout à l'heure, parce que sur le plan des recettes, on va dire tout à l'heure quelque chose sur ça dans le débat, parce que pour deux problèmes essentiels dans le temps, parce que sur le plan des recettes, on n'a jamais développé assez une politique de mobilisation des ressources pour permettre à la sécurité sociale de faire face, surtout avec l'évolution, parce que la sécurité sociale, lorsqu'elle a été créée, lorsqu'elle a été unifiée, parce qu'on a hérité de 62, lorsqu'elle avait été unifiée en 83, elle a été unifiée dans un moment où il y avait d'abord le plein emploi, où les médicaments étaient gratuits, l'hôpital du médicamenté, où la population algérienne était très très jeune. 5% en 85 des Algériens avaient plus de 60 ans. 5% seulement. Et la durée de vie, la durée de travail cumulée pour le Hadak, elle ne dépassait pas 15 ans. Parce que l'Algérie a commencé à travailler sérieusement à partir des plans de 69, et puis le plan quadriennal, etc. Donc il n'y avait pas de dépenses, si vous voulez. Et les petites recettes permettaient à la sécurité sociale de faire face largement et de faire même des réserves très importantes. Je vous donne juste un petit chiffre. En 87, là, M. Azzi me dit que je salue pour sa présence malgré qu'il est un peu fatigué. Je remercie de sa présence. Et il était à la tête de la fédération des retraités qui peut le confirmer. En 87, la CNR avait des réserves de 12 milliards de dinars, 12 milliards de dinars de l'époque, hein, qui permettaient de couvrir 30 mois de pension. 30 mois de pension. Et aujourd'hui, la CNR ne peut pas couvrir 3 mois de pension. Et les problèmes qu'on a eus, et c'est ça l'objet qu'on va discuter tout à l'heure, parce que pendant toute cette période-là, on n'a pas eu d'abord une politique de mobilisation des ressources, et on a fait prendre à la sécurité sociale en charge beaucoup de dépenses d'abord qui ne devaient pas avoir lieu, et deuxièmement, beaucoup de dépenses qui avaient un caractère de solidarité nationale, donc qui devaient revenir au trésor public, et non pas les mettre à la et on va les voir dans les détails, sur le dos de la sécurité sociale. Et c'est ça qui a été fait dans les années 80, 90, 2000, les années 2010, et on continue à le faire en 2019, et on continue à le prévoir dans la loi de finances de 2020. C'est-à-dire que on continue. Moi, je vous dis, tout à l'heure, on va revenir. Lorsque j'écoute hier le ministre du Travail, le ministre des Finances qui avait présenté le projet de loi de finances et qui a donné un déficit de 700 milliards, d'abord, moi, je profite de l'occasion pour dire qu'il y a un véritable problème d'information qui se pose au niveau du pays concernant la sécurité sociale. D'abord, je rappelle que la loi oblige le ministère du Travail chargé de la sécurité sociale, la loi oblige les caisses de sécurité sociale de donner toute l'information concernant les comptes de la sécurité sociale pour les intéressés, à savoir les travailleurs, les retraités, les employeurs. Ils doivent être au courant de ce qui se passe. Nous, en Algérie, il n'y a pas d'information du tout sur le système. Comment vous voulez mobiliser ceux qui cotisent? Comment vous voulez mobiliser les retraités? Comment vous voulez mobiliser les employeurs si vous ne les mettez pas au niveau et vous leur racontez à chaque fois, vous leur donnez un chiffre et 6 mois après, vous leur donnez un autre chiffre qui n'a rien à voir avec celui-là. Concernant le chiffre avancé hier, avant-hier, devant l'APN par le ministre des Finances en présentant le projet de loi de finances, il a parlé d'un déficit de 700 milliards de dinars. Moi, je rappelle que le ministre du Travail précédent, M. Zemmali, en août 2018, il avait avancé un chiffre de 580 milliards de dinars de déficit, en août 2018. C'est-à-dire, ça fait exactement une année. Comment qu'en une année, on peut avoir 120 milliards de dinars de déficit supplémentaire pour une année? Ça n'a absolument aucun sens et je démontre catégoriquement, ça c'est pas possible. Soit vous n'avez pas dit la vérité, ça fait une année, soit aujourd'hui vous ne dites pas la vérité. Parce que 120 milliards de dinars, j'ai fait des petits comptes, même pour les retraites directes, avec une retraite supérieure à 40 000 dinars, pour le dernier, ça correspond à un nombre de nouveaux retraités qui se situe entre 300 et 350 000. Or, après avoir supprimé la retraite sans condition d'âge, après avoir supprimé la retraite proportionnelle, on n'a que les retraites à 60 ans. Et le nombre de départs annuels de la retraite à 60 ans, il est environ de 50 000, 60 000. Eux-mêmes, ils disent 80 000. Disons pour 80 000. Allons-y pour 80 000. 80 000, c'est 30 milliards de plus, ce n'est pas 120 milliards de plus. Et on n'est pas au niveau des chiffres. Là, je donne ça, cette contradiction. Et j'insiste sur ça pour dire qu'il y a un problème d'information. Et non pas pour le plaisir de contredire le flair ou le flair.
les travailleurs, les salariés, surtout en période de crise, la nation, l'Algérie, elle a besoin de connaître exactement qu'est-ce qu'il en est. Et s'il faut mettre de l'ordre dans les cases, et s'il faut réformer, il faut qu'on soit mis au niveau de l'information. Ceci comme le deuxième point d'introduction, moi j'estime que la situation aujourd'hui, pour trouver des solutions, il nous faut, j'ai commencé par dire l'importance, souligner l'importance du système. Donc ça engage tout le monde, ça engage les associations, ça engage les syndicats, ça engage les employeurs, ça engage les responsables politiques, ça engage la classe politique, la société civile, tout le monde est concerné. Qui n'est pas concerné par la sécurité sociale, qui n'est pas concerné par la CNR. Donc il nous faut un véritable débat national sur ça. Et les solutions préconisées, des réformes, moi j'aime pas tout ce terme réforme, parce que ce terme réforme c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, et qui dit FMI dit approvisionnement, dit fracture sociale. Moi je dis les changements, les solutions qu'il faut apporter au système, il faut prendre des décisions, des solutions pour apporter au système, doivent faire l'objet d'un consensus national, par tous les concernés, par toute la société. Et pour faire ça, il faut un dialogue. Et je considère que la situation politique actuelle n'est pas approprié pour un tel dialogue. Lorsqu'on a tous les syndicats, on voit beaucoup de syndicats, une grande majorité du peuple, on voit le Hirak qui refute la légitimité du gouvernement actuel. Moi je dis qu'il n'y a pas de feu à la maison et que l'Algérie, les travailleurs, l'État, tout le monde a intérêt à ce que ce débat-là se déroule dans un moment apaisé, dans un moment de dialogue où chacun écoute l'autre et non dans un moment de crise politique tel qu'on a vu. Donc je dis que ce problème de réforme du système de la sécurité sociale, ce n'est pas opportun d'en discuter aujourd'hui. On en entend discuter parce qu'on nous a imposé. Ça n'empêche pas qu'on en discute, parce que c'est un problème de tous les jours. Et ça peut pas attendre. Mais j'ai dit que pour préconiser des réformes, prendre des décisions, il faut attendre que les institutions soient plus légitimes, que les institutions que le pays soit plus stable, que les institutions soient stables. Et là, la société algérienne a toujours montré qu'elle a la capacité, qu'elle a l'intelligence nécessaire pour trouver des solutions. Troisième point qui est important, que je ne voudrais pas laisser passer, je vous rappelle que lorsqu'il y avait le débat en 2016 pour la suppression de la retraite sans condition d'âge après 32 ans d'activité et la retraite proportionnelle, les responsables de l'époque, je peux les citer, il n'y a pas de problème, c'était M. Razi, ministre du Travail de l'époque, avait déclaré devant le Conseil de la Nation, en présentant l'avant-projet de loi qui allait supprimer ces deux retraites, il avait dit textuellement, et vous avez la presse dans le Moudjahid, vous pouvez le voir, il avait dit textuellement qu'avec la suppression de ces deux retraites, la CNR et la CNAS vont récupérer leur équilibre pour longtemps. Il nous a promis qu'en 2019, le système sera équilibré. Et même le responsable actuel, l'actuel ministre du Travail, il était déjà à la CNAS. Et dans les débats qu'il y avait dans les télévisions, y compris, je pense qu'ils sont passés même ici au forum de Moudjahid, ils ont dit exactement la même chose. L'actuel DG de la CNR, qui est toujours le même, qui était toujours le même en 2016, ils nous ont dit la même chose. Je ne veux pas m'attaquer à des personnes. Moi, je dis qu'il y a des responsables, des gouvernants qui ont pris des décisions très importantes à l'époque. Et ces décisions-là, les promesses n'ont pas été réalisées, n'ont pas été appliquées. D'autant plus que ces décisions qui ont un impact terrible sur les travailleurs. Moi, je vous dis, la suppression de ces deux retraites a eu un impact sur des dizaines de milliers de travailleurs terribles. Lorsqu'on dit 60 ans, ça veut dire que les gens qui ont commencé à travailler à 16 ans vont rester 44 ans à cotiser pour atteindre 60 ans. 44 ans à cotiser. Pour partir, on est à 60 ans. Et on nous dit, haram, il aura avant 60 ans. Et toutes les études internationales aujourd'hui, vous prenez Eurostat, vous prenez l'INC, vous prenez les spécialistes, toutes les études disent qu'aujourd'hui, les travailleurs manuels, ceux qui travaillent dans des conditions difficiles, vivent en moyenne 13 ans et demi de moins que les cols blancs. Col blanc, je m'excuse, c'est-à-dire c'est comme nous, les gens qui ont fait l'université, qui travaillent dans des conditions, 13 ans et demi de moins. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? La décision de 2016, ça veut dire que des gens qui ont commencé à travailler à 16 ans vont cotiser 24 ans de plus pour bénéficier d'une retraite pendant une durée de 13 ans et demi de moins que les cols blancs. Et tous les pays du monde appliquent cette retraite à l'âge légal. On appelle c'est une fenêtre qui est appliquée d'abord pour les gens, comme je l'ai dit, qui ont commencé à travailler très tôt, pour les femmes qui ont élevé des enfants, on risque de partir beaucoup plus avant l'âge, parce que les femmes qui ont élevé des enfants, les gens, ce qu'on appelle des seniors, qui sont tombés dans le chômage avant l'âge légal de la retraite, et qui sont dans le chômage, qui ne sont pas prêts à travailler. Un bonhomme de 56 ans, est-ce qu'il va trouver à travailler aujourd'hui s'il est dans le chômage?
Donc les gens qui sont en chômage et les gens qui sont malades sans pouvoir rentrer dans l'invalidité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus par le système comme malades pour avoir un revenu, mais ils ne peuvent pas travailler. Et ces fenêtres-là, dans tous les pays du monde, elles existent. En Algérie, on vient nous dire pourquoi. Ils nous parlent de la France, etc. Moi, je dis que même en France, si je vous donne un chiffre, et c'est à contre-courant de tout ce que disent les experts en Algérie, si vous prenez aujourd'hui les chiffres officiels de l'OCDE, la moyenne d'âge de départ effectif à la retraite des Français, je ne parle pas qu'il y a dans la loi 62 ans, 64 ans, je parle de l'âge effectif, parce qu'il y a la retraite anticipée, il y a l'âge légal. L'âge moyen de départ effectif des Français en retraite, il est à peine de 59 ans. En Algérie, il est de 58 ans. 57,8, 59,9. Nous avons une année, c'est-à-dire, pourquoi j'ai dit 59 ans, c'est-à-dire en prenant la retraite sans condition d'âge, la retraite proportionnelle et la retraite à 60 ans. Il n'y a que de 58. Nous avons une année de différence, alors que l'espérance de vie des Français, elle est de 82 ans, celle des Algériens, elle est de 76 ans. Nous vivons 6 ans de moins et nous partons pratiquement au même âge que les Français qui sont un pays développé. Et là, j'enchaîne sur le deuxième point important. Les efforts, c'est-à-dire le problème de l'Algérie, n'est pas un problème structurel. N'est pas un problème structurel. Parce que le problème structurel, c'est-à-dire ils nous disent qu'il y a un problème démographique. La société algérienne, elle est âgée, nous avons trop de vieux, on ne peut plus les prendre en charge. Alors que c'est complètement faux, ce n'est pas vrai. Vous savez que les Algériens âgés de 60 ans et plus, les Algériens âgés de 60 ans et plus ne représentent que 9% de la population totale. 9%. Contre 26% en France. Et en Europe, auquel on veut nous comparer, c'est pas moi qui le dis. En 2016, c'est tous les responsables qui venaient à la télévision, ils disent voilà donc le Royaume-Uni, voilà les Français, il nous faut. Nous avons à peine 9%, alors que chez eux, c'est 27%. Je dis plus que ça. Vous savez que les Français, en 82, la structure de la population de Taham, il avait 17,5%, enfin disons 18% de Français âgés de plus de 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la structure de notre population aujourd'hui, en 2019, elle est meilleure que celle des Français qui prévalaient en 82. En 82, il avait 18% d'âgés de plus de 60 ans. Et vous savez qu'est-ce que les Français ont fait en 82? Ils ont diminué l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans. Les Français, en 82, ont diminué l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans pour pouvoir créer des emplois pour les nouveaux venus sur le marché du travail. Et nous, aujourd'hui, on nous propose d'augmenter la retraite de 60 ans, l'âge de la retraite de 60 à 65 ans. Ça n'a aucun sens pour une population de 9% âgés de plus de 60 ans. Plus que ça, il y a ce qu'on appelle les démographes, vous le diront, les spécialistes de la retraite, vous le diront. Il y a ce qu'on appelle l'indicateur ou l'indice de dépendance démographique des personnes âgées. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend la proportion des personnes qui sont en âge de la retraite, plus de 60 ans, et on les compare, non pas par rapport à la population totale, qui est de 9%, mais on les compare par rapport à la population en âge de travail, c'est-à-dire de 16 ans à 60 ans. Vous savez, en Algérie, cet indice est de combien? Il est de 1 sur 9. C'est-à-dire que nous avons potentiellement, je dis potentiellement, parce que ça ne veut pas dire que c'est le travail, parce qu'il y a un chômage, il y a la femme au foyer, il y a des études, mais c'est le potentiel, c'est comme ça qu'on raisonne dans le monde entier. Nous avons potentiellement 9 personnes en âge de travailler, c'est-à-dire potentiellement qui sont capables de prendre en charge un retraité. Un, potentiellement, qui part en retraite. En français, vous savez combien il est? 1 sur 2. Il y a un retraité, c'est-à-dire en âge de retraite, de plus de 60 ans, sur 2 qui est à l'âge de la retraite. Tout ça pour vous dire, c'est important, je m'excuse d'avoir insisté sur ça, c'est pour dire que la structure de la population en Algérie, la structure démographique de la population en Algérie n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe en Europe pour essayer de nous imposer des solutions qui sont trouvées ailleurs. Et d'ailleurs, même ailleurs, ils nous disent qu'ils sont à 67 ans, 68 ans, mais même là, on ne dit pas toute la vérité. On dit qu'en Espagne, ils sont passés à 67 ans, mais on oublie de nous dire que l'âge de départ à la retraite en Espagne passera à 67 ans entre 1936 et 1948, 2036 et 2048. Tous les pays, lorsqu'ils font des réformes, ils le font sur 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et ils le font graduellement.
Chez nous, du jour au lendemain, vous avez 400 000 qui vont déposer le dossier de la retraite. Et c'est l'une des raisons qui explique le déficit actuel. On va revenir tout à l'heure si vous posez la question. Le déficit actuel, l'une des principales raisons, il y a 4 raisons principales, rappelez-moi tout à l'heure, le débat, on va en discuter. Une des raisons principales, c'est ces décisions irréfléchies, immédiates, qui poussent les gens qui ont peur, qui vont le faire maintenant, et c'est le nombre de départs qui sont partis depuis 2016, qui sont partis en retraite. Je vais vous donner tout à l'heure le chiffre, qui a été le nombre de départs qui a été multiplié par 4, et qui explique, qui est l'une des raisons. Et ce n'est pas dû à la structure de la population, c'est dû à une décision irréfléchie de nos gouvernants. Un autre indice pour vous dire, appuyer ce que je dis, tout le monde, lorsque vous entendez, ils disent que nous avons 3 200 000 retraités. Nous sommes 3 millions. On aime bien l'Algérie parler de millions et de milliards. Comme l'Algérie n'a pas la notion de chiffres, il n'a pas la notion de la relativité. Ah oui, là, il y a Zagat. C'est-à-dire tout le monde veut penser comme là. Eh bien oui, qu'il y a 3 200 sur 4 millions, sur 43 millions. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente 7%. En France, ils sont 14 millions de retraités sur 64 millions de population de 64 millions. Et c'est quoi 3 200 000? C'est 10 fois rien du tout. Et d'un autre côté, d'abord c'est 10 fois rien du tout, mais j'ajouterai plus que ça. Non seulement le nombre de retraités il est minime, mais si je prends les dépenses totales de retraite, en Algérie, vous savez combien les dépenses qui sont en Algérie de la retraite sont de combien? Les dépenses de retraite en Algérie ne dépassent pas 6% du PIB. 6% du PIB. En Tunisie, ça dépasse les 6% légèrement, alors qu'en France, il est de 14%. En Italie, ils sont à 16% du PIB. Nous avons à peine 6%. Pour dire que c'est une affaire de gouvernance, de gestion. Comment? Moins de 9% de la population. Moins de 9% de la population. Avec des dépenses totales de 6% du PIB, on trouve que les retraités sont les raisons de la catastrophe en Algérie et qui sont c'est eux les responsables de la crise économique et que tous les partis, que tous les experts qui passent, la solution passe par le piochement, il faut piocher dans les poches, dans les retraités, etc. J'ajouterai plus que ça. Si dans les autres pays, nous avons 90% de la population qui touche une pension de retraite, y compris ceux qui n'ont jamais travaillé. C'est ce qu'on appelle soumis à condition de résidence. Il y a la condition de ressources, il y a la condition de résidence. Vous allez dans les pays européens, si vous avez résidé pendant une certaine période, même si vous n'avez jamais travaillé, vous avez une pension de retraite, un certain âge. Chez nous, là-bas, il y a plus de 90% qui touchent une pension de retraite. Chez nous, je vous donne le chiffre, nous sommes à peine 51,5%. C'est-à-dire, si vous prenez toutes les personnes en Algérie qui ont dépassé l'âge de 60 ans, il y a à peine 51,5% qui touchent une pension ou une allocation, y compris de réversion. Y compris de réversion, je compte le tout, y compris les femmes, ou la pension de réversion. Donc la moitié de nos personnes âgées ne touchent aucune allocation. Et je dirais plus que ça, ceux qui touchent une allocation ou une pension, 60% de nos 3 200 000 retraités touchent une pension ou une allocation inférieure au SNMG, inférieure à 18 000 dinars. Un SNMG dont le montant journalier ne nous permet pas d'acheter 1 kg de viande. C'est 600 dinars. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est-à-dire non seulement la structure de la population, le nombre de retraités dans cette structure de la population, le niveau de pension qu'on est en train de dépenser pour ces gens-là, tout cela plaide pour dire que le problème démographique n'est pas un problème du tout pour notre système de sécurité sociale et de retraite. Ce n'est pas un problème démographique, c'est un problème de bonne gouvernance. Maintenant, avant d'ouvrir peut-être les débats, je vous dirai, parce que le débat chez Yap, il y a beaucoup de choses, mais je vous dirai juste que pour moi, il y a 4 solutions qu'on va approfondir tout à l'heure. Pour moi, il y a 4 raisons essentielles qui expliquent ce déficit qui n'est pas structurel, encore une fois, je le répète. La première des choses, je dirais que les pouvoirs publics dans notre système de sécurité sociale depuis les années 80, lorsqu'il a été mis en place, ont toujours puisé dans les caisses de sécurité sociale, dans la CNR, pour financer les dépenses sociales, pour financer les aides sociales et pour financer les investissements sociaux. Je vous donne juste un chiffre, de 85 à 89 seulement. Vous savez qu'en 86, il y avait le prix du pétrole qui est descendu en la crise qui avait au Tadek. Il n'y avait pas d'argent comme un drocan, c'est-à-dire qu'il y avait
on a beaucoup mieux. Il n'y avait pas d'argent dans les trésors publics. Qu'est-ce qu'on faisait? Pour investir dans le secteur de la santé, on venait chercher les cotisations des travailleurs. On prenait dans les caisses de sécurité sociale et on a pris entre 85 et 89, on a pris exactement, il y avait quelque chose comme 12,7 milliards de dinars d'investissement, 12,7 milliards de dinars d'investissement du secteur de la santé puisés dans les caisses de sécurité sociale. Plus que ça, la sécurité sociale, Casoral, Casoron, que les anciens chefs, on avait beaucoup de biens dans la sécurité sociale, mais c'était l'État socialiste, c'est-à-dire que tout était confondu, le travailleur, c'était lui le propriétaire de la collège, la sécurité sociale appartenait à l'État, l'État était complémentaire, donc ce qui fait que toutes les institutions de l'État avaient puisé dans le patrimoine de la sécurité sociale. 223, ceux qui ont été recensés dans les années 90, 223 infrastructures de la sécurité sociale avaient été prises par tout le monde, y compris par la présidence, par différents ministères, par le tourisme, tout le monde avait pris. Si la sécurité sociale avait gardé toute cette infrastructure, ce patrimoine, et je vous donne le chiffre, c'était 22 milliards de dinars. 22 milliards de dinars, de réserve ou là de... Non, de patrimoine qui a été utilisé par les différents démembrements de l'État. C'est-à-dire, imaginez qu'est-ce que ça aurait pu ramener pour la sécurité sociale. La sécurité sociale a été indemnisée pour ça qu'en 2005, c'est-à-dire 20 ans après, ils ont donné 18 milliards de dinars de 2005, qui représentait 2% de ce qu'ils devaient vraiment payer à la sécurité sociale. Parce que 2005, vous voyez, il y avait $1 qui était égal à 4 dinars. En 2005, $1 était égal à 65 dinars, à 75 ou à 70 dinars. Imaginez, entre 4 et 75, la valeur, c'est-à-dire comment ça a évolué. La deuxième raison principale, je vous donne comme ça au passage, il y en a beaucoup, et on peut le dire, les victimes, on est en octobre, 5 octobre 88, il y avait les victimes, 5 octobre 88, on nous avait considéré qu'il n'y avait pas d'argent, l'État, les caisses étaient vides, il faut le dire. Pourquoi j'ai dit que c'est grâce à la sécurité sociale qu'on a pu garder la cohésion sociale? Les caisses étaient vides, il y avait des victimes, il y avait des morts, c'est le plus grave, mais il y avait aussi beaucoup de blessés, d'invalides, etc. On les a considérés comme victimes d'accidents de travail et on a ordonné à la classe de les payer. Au lieu d'invalidité, on va dire qu'il y a la retraite, il y a le CNR. Jusqu'à maintenant, il y a le CNR, il faut s'en aller à Gamma. Le temps en 88, c'était 300 millions de dinars d'indemnités puisées pour les victimes d'octobre, puisées sur les caisses de sécurité sociale. Entre 90 et 97, dont je vous ai dit qu'il y a la crise, l'État n'avait pas pour financer, parce que on a commencé à libéraliser, à faire l'ouverture, on a commencé par l'auto-ajustement. 90, 91, c'est 94 le passe la politique d'ajustement structurel, et donc on avait commencé à aller vers, on a déjà, ce qu'on nous dit aujourd'hui, on veut nous supprimer la subvention, on a fait en 90. En 90, on a supprimé beaucoup de subventions, et pour supprimer ces subventions, on a commencé à libéraliser les prix, et comme les prix sont montés en flèche, on a demandé à la sécurité sociale de prendre en charge toutes les répercussions de ces décisions-là. Et même les revenus, c'est-à-dire que les prix ont augmenté de façon catastrophique, et le salaire, je vous donne juste un exemple, était de 800 dinars. De 800 dinars en 90, 1000 dinars en 91. En 94, on a augmenté le salaire de SNLG, le SNLG, pardon. Le SNLG, en 94, il a été porté de 2500 dinars à 4000 dinars. Vous voyez, 800 dinars. Il a été porté en 94 à 4000 dinars, mais c'est important, il faut le souligner, 4000 dinars, on l'a plombé avec l'article 87 bis. C'est-à-dire que réellement, le travailleur, ce qu'il gagnait, il était resté au même montant. Puisque la seule chose, c'est ce qui n'était pas considéré dans le SNMG, les primes étaient supplémentaires. On lui a dit, on t'augmente à 4000 dinars, mais attention, la PRE, l'ancienneté, la salissure, le danger, ils sont dedans dans les 4000. Alors que lui, avant, il avait 4000 déjà. Il avait 2500 salaires de base, et il avait quelque chose comme 1500 comme indemnité complémentaire. Pourquoi je dis ça, c'est important, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important de savoir. Parce que l'Algérie, je vous ai dit que plus de 60% touchent moins que le SNMG. Vous savez que l'Algérie, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je dis que c'est un très bon système. On a les minima de la retraite, la couverture sociale, la couverture de retraite. En Algérie, aucun retraité, quel que soit le nombre d'années travaillées, ne peut pas toucher moins de 75% du SNMG. Quel que soit X. Et c'est là où l'État, mais avant les années 90, c'était la sécurité sociale qui finançait ça. Il touchait la différence.
Ce qui fait que, je vous donne juste un chiffre, la pension minimale de départ à la retraite en 90, elle était de 800 dinars. Fin 90. 800 sur 80%, c'était pas 75%, 80% sur 1000 dinars. En 90. Mais en 94, la pension minimale de retraite est passée à 3600 dinars. Imaginez ce que c'est. 1800 dinars à 3600 dinars. Et on a dit à la CNAS de la prendre en charge. Et c'était la CNAS qui l'a prise en charge pendant toute la période. 87, on a libéralisé le secteur de l'agriculture. On a détruit tous les domaines autogérés. On a créé les OAI et les OAC, c'est-à-dire les exploitations individuelles et collectives. Et la sécurité sociale, elle a perdu 250 000 cotisants. Personne ne les a accompagnés. La CNR a perdu la CNAS 250 000 cotisants. Mais il y avait 150 000 qui avaient réuni les droits à la retraite, qui ne pouvaient pas le laisser dans la retraite. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit à la CNR, vous les prenez en charge, avec l'argent des salariés. Et ils les ont pris en charge jusqu'à 99. Je dis bien jusqu'à 99. De 90 à 99. Parce que la CASNOS n'était pas en mesure de le faire. Et on a demandé à la CNAS la même chose, de les prendre en charge parce que la CASNOS et les agriculteurs n'avaient pas de rentrée. Donc toute l'assurance maladie était sur la charge de Tahad. Voilà les dépenses sociales. C'est une partie, il y en a beaucoup d'autres. Voilà des dépenses qui ont été mises sur les comptes de la sécurité sociale et qui devraient être sur le plan de l'État. Résultat, 97, je vous ai dit qu'il y avait 32 milliards de déficit cumulé dans la CNR, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre aujourd'hui, mais il oublie de dire que il y a un rapport, il y a un compte-rendu d'une réunion interministérielle présidée par Ouihia qui était chef du gouvernement, et à laquelle ont assisté les DG de la CNAS, la CNAC, la CNR, etc. Et ces chiffres dont je vous donne, ils sont dans un PV, dans un compte-rendu interministériel, signé par le chef du gouvernement. La sécurité sociale, avait un déficit, enfin la CNR avait un déficit, parce que la France était équilibrée, elle avait un déficit cumulé de 32 milliards, mais les charges qui avaient un caractère de solidarité nationale, qui étaient mises sur le plan de la CNR, et que la CNR revendiquait un remboursement à l'État, s'élevait à 68 milliards. Imaginez 32 par rapport à 68. Pour vous dire que tout ce qu'on nous dit qu'en 97, la crise, c'était à cause de la retraite sans condition d'âge et la retraite proportionnelle, ce n'était pas vrai parce qu'on venait d'instituer. Les gens, c'est à la fin 97, je devais refaire. Mais on a continué à le faire. La CNAC, aujourd'hui, on a institué la CNAC. Au départ, c'était très bien, la CNAC. Elle a fait des choses, on a appliqué, bon, c'était pas très bien parce qu'on avait appliqué le plan d'ajustement structurel imposé par le FMI. Les gens, on a le terrorisme, le chômage, ça va être la chair à canon pour le terrorisme, etc. Il faut trouver des solutions sociales pour ça quand même. Il y a le chômage, il y a l'allocation de chômage, mais la CNAC. Il est financé par notre argent. C'est des salariés qui la financent. C'était 4%, 1,5%. Le temps où 4%, les gens ont les 2-3 années l'oublier, on m'a dit travailler, il n'y a pas de confiance. Il m'a dit un départ à la retraite volontaire, un mois par année, il doit 15 mois, 16 mois, mais il n'y a pas de chômage. Ce qui fait que si jusqu'à 2000, la CNAC avait joué son rôle, c'est-à-dire qu'elle donnait des allocations de chômage aux travailleurs qui partaient en chômage, à partir de 2000, il n'y a plus personne qui a l'allocation de chômage. Mais elle a continué à prendre l'argent. Et la CNAC, on lui a dit, faites autre chose. Il faut maintenant commencer à financer l'appui à l'emploi. Il faut faire l'appui à l'emploi. On a commencé par les dispositifs de l'emploi, la SAG, etc., le dispositif CNAC. Et en 2006, plus grave, en 2006, on a créé une loi, la 06-21, une loi qui institue le financement par la CNAC des cotisations et des frais de formation des travailleurs nouvellement recrutés par le secteur privé formel en 2006. C'est-à-dire que n'importe quel privé algérien qui recrute pour n'importe quelle raison, il n'y a même pas de secteur, etc. Le fait de recruter quelqu'un, vous allez payer mes 25%, c'est vous qui les payez pendant 3 années. Et si je fais une formation, je dis la facture, la CNAC, je ne dis pas l'État. Et on est devenu, et là je profite de la présence de mon frère Azé, je le dis, c'est ça qui lui a causé des problèmes avec les Judias. Il était le seul, il était député, non, la presse, il s'est opposé, mais ce n'est pas à la CNAC. Moi, je suis pour que l'emploi soit aidé en Algérie. Nous ne sommes pas contre l'appui à l'emploi. Dans tous les pays du monde, on fait l'appui à l'emploi. Moi, personnellement, je le soutiens. Mais c'est à la société de prendre en charge ça. C'est au trésor public de prendre en charge ça, et ce n'est pas à la CNR. Et c'était le seul
J'étais à la direction, c'était le seul qui était resté, qui s'était opposé, même on a la payé à Aïtolo, etc. Flash 3, partout, il avait parlé. Et on continue à le faire jusqu'à maintenant. J'ai fait des petits comptes. Vous savez combien la CNAC a dépensé pour l'appui à l'emploi avec l'argent de la sécurité sociale? Entre 2001 et 2018, 330 milliards de dinars. 330 milliards de dinars. Avec l'argent de travailleurs, qui donne en privé. En privé, dispositif plus le privé formel. De quelle année à quelle année? De 2001 à 2018, à 2019, pardon. De 2001 à 2019. Mais on continue à le faire, puisque dans la loi de finances, dans les lois de la sécurité sociale et les lois de finances, de 2020, on préconise ينحوا الدراهم للخدامين, mais on ne préconise pas باش ينحوا لك chaque année c'est 42 milliards de dinars. Mais dans la loi de finances 2020, on ne dit pas stop. Il n'appartient pas à la. Nous sommes le seul pays où c'est les travailleurs avec l'argent de leur cotisation qui financent l'emploi et l'entreprise privée et non pas le contraire. Alors que la sécurité sociale, le privé خلص دراهمه. Moi j'ai déclaré nous sommes le seul pays qui faisons le contraire. Et c'est 42 milliards de dinars chaque année. Et c'est maintenu, c'est-à-dire 2020, ils vont continuer à bénéficier, à tel point que je vous donne, il y avait un PDG, je peux vous citer, le PDG à Condor, vous le trouverez dans l'article du Soir d'Algérie, je pense, en 2013, il est sur Internet, où il disait textuellement, pourquoi vous dites que l'État n'aide pas le privé? C'est pas vrai. Oui, c'est privé. Il a dit, pourquoi vous dites que l'État n'aide pas le privé? Moi, j'ai recruté 800 personnes, et avec l'aide de l'État, qui finançait le salaire, et la CNAC qui finançait toutes les cotisations, ma salarié n'a pas bougé. Je vous donne 800 travailleurs, ma salarié n'a pas bougé. Donc, il y a cette histoire de l'appui à l'emploi, et puis on a pris en charge pour les enfants de Shahid 7 ans et demi. 7 ans et demi d'anticipation. L'État n'a payé que les cotisations anticipées et l'ouverture de droit. Mais il ne paye pas les pensions. La CNR et la CNAC sont perdues sur 2 francs. Il a 100 000. Je ne donne pas le chiffre 100 000 pour la presse. Je ne dis pas que c'est 100 000 pour le Khrir. Je n'ai pas tellement le chiffre. Par contre, pour la garde communale, on va y arriver à lui. Mais pour le Khrir, il a 100 000. Ça veut dire que le système a perdu 100 000 cotisants. Et il est en train de payer 100 000 pensions qu'il n'aurait pas dû payer pendant 7 ans et demi. Donc l'État, il a payé les cotisations anticipées, mais il n'a pas payé les pensions ici la retraite. Et c'est pour ça que toute la presse en parle. Vous allez sur Internet, vous allez trouver pour le premier, en 97, pour le premier déficit de la sécurité sociale, c'était en 2007-2008. Mais en 2007-2008, justement, c'est ces départs-là qui ont causé un déficit. Ils ne le disent pas. Et ça a apporté aussi des trucs énormes. Et je ne suis pas contre les enfants de Moujahid. Moi, personnellement, je suis un enfant de Moujahid qui avait fait la torf en France, en mars de 62, sinon, c'est-à-dire je ne suis pas contre la famille révolutionnaire, je dis que s'il y a une reconnaissance par rapport à ces shahids ou par rapport à des ayants droit qui le méritent, parce qu'il y a un débat sur ça, il appartient à toute la société de leur reconnaître ça et non pas aux travailleurs avec leur caisse. Donc c'est un problème public. C'est une dette publique pour la nation, c'est une dette pour la nation, ce n'est pas une dette pour les travailleurs. Alors, donc c'est comme pour la garde communale, 2010. Pourquoi il y a eu des problèmes 2010, 2010, on a fait une loi, on a dissous la garde communale. On a utilisé la garde communale, on a quelqu'un terroriste dans les années 90, les mettent, les تبليسة, les invalides. En 2010 قال الدولة ما تحتاجكش. إيمي دوكا السيد راه في الشوماج والسيد في عمره 56 سنة ولا 55 سنة، السيد راه معطوب دار الآخر والمستقبل تاعو كيفاش. La garde communale, on luttait pour leurs droits et je les soutiens. Je dis jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu tous leurs droits. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu tous leurs droits. Parce qu'ils se sont sacrifiés pour la République. Et c'est grâce à eux, entre autres, que l'Algérie a tout fait dans les années 90. Mais la reconnaissance, est-ce qu'il appartient aux travailleurs de la prendre en charge avec leur caisse ou est-ce que c'est une dette publique c'est la nation de reconnaître الجميل هذا لازم الأمة كاملة تعترف لهم به ماشي بدراهم الخدامين. Eh bien, il y a 65 000 اللي راحوا aux retraites anticipées avant 60 ans, اللي راحوا à partir de 2011-2012 et c'est ça qui explique les premiers déficits وما يقولوناش علاش. D'ailleurs, le responsable يعقوب يقول لك 2012 بدات الامور ما تمشيش. Et mais قلنا علاش 2012 ما تمشيش الامور؟ Eh bien 2012 exactement بدات تمشي الامور parce que vous avez envoyé 65 000 en plus dans les enfants d'Okhrid. En plus à la CNAC, vous avez pris 65 000 à la garde communale en retraite anticipée, ce qu'on appelle en retraite proportionnelle exceptionnelle, c'est moi. Vous avez pris en charge et tout d'un coup, les choses bougent. Je vous donne un chiffre quand le tableau, les journalistes peuvent le faire. Le tableau de la CNR des aides, vous allez trouver la CNR,
les chiffres, vous trouvez la CNR en chiffres, c'est-à-dire en quelques chiffres, vous allez trouver dans les retraites sans condition d'âge, les retraites proportionnelles, vous allez trouver qu'il y a cette année-là 42 000, je dis bien 42 000 retraités qui sont âgés entre 40 ans et 50 ans, hommes, je ne parle pas des femmes, hein. 42 000 retraités qui ont aujourd'hui, en 2019, enfin c'était en 31-12-2018, 42 000 âgés entre 40 ans et 50 ans. Or, impossible qu'un homme ait avant 50 ans. La retraite proportionnelle, c'est à 50 ans. La retraite sans condition d'âge, باش يخدم 32 ans, يبدا يخدم à 16 ans, لازم يكون في عمره 48 ans. كيفاش نجي يروحوا 40 50 ans. Mais هذو هما اللي داخلين justement dans les retraites proportionnelles, il faut dire voilà les mesures que vous avez fait subir à la CNR, parmi lesquelles l'autre problème qu'on ne nous dit pas, le chef du gouvernement de l'époque. Le chef du gouvernement de l'époque, en 2013, c'était Sebdel, pour ne pas le nommer, il avait pondu une circulaire obligeant tous les fonctionnaires ayant atteint l'âge de 60 ans de partir en retraite. En 2013. Et ils ont mis tout le monde. D'ailleurs, je vous donne le chiffre, comme par hasard, le nombre de retraités dans le cas de 60 ans. Je parle parce que le retraité qui est proportionnel, sans condition d'âge, anticipé, 60 ans. Je parle à 60 ans. Le nombre de ceux qui sont partis en retraite dans le cas à 60 ans, il était de 17 000 en 2012. 17 000. Monsieur en 2012, je vois la moyenne entre 2007 et 2012, il tournait autour de 16 000, 17 000. Tout d'un coup, en 2013, enfin 2014, parce qu'il y a un peu de retard, ils sont montés, même 17 000, ils sont montés à 35 000. Plus que le double. Et l'année d'après, ils redescendent à 27 000. Si c'était un problème démographique, il ne peut pas redescendre, comment vous expliquez? Troisième choc pour la CNR et pour son équilibre, ça a été l'annonce de la décision de suppression de la retraite. Je vous donne les chiffres. Entre 2007 et 2011, le nombre total de ceux qui partent nouvellement chaque année en retraite anticipée, plus sans condition d'âge, c'est-à-dire les deux, le nombre total, vous savez combien il était? Total, là, je parle, chaque année, entre 2007 et 2011, il y aura 35 000 par année, en moyenne. Chaque année, il y aura 35 000. Nous avons des décisions, comme par hasard, même 2013, 2014, 2015, les 3 années, vous savez la moyenne de 80 000. De 35 000 à 80 000, jusqu'à 2015. Fin 2015, c'était à Biskra, je vous rappelle, le chef du gouvernement, il annonce le truc à la retraite, etc., on va les supprimer. En 2016, elle n'a pas comme ceux qui sont inscrits. Au moyen, comme je répète pour que les journalistes me retrouvent le chiffre, qu'il y a 35 000 par année, retraite sans condition d'âge, plus retraite proportionnelle réunie, on va 80 000 80 000, je m'excuse. Ensuite, 80 000 et en 2016, il y avait le dossier qui a été déposé pour la retraite, il était de 270 000. 270 000. Et le malheur, c'est-à-dire ce que vous venez, on avait sur la télévision le DG de la CNR qui est venu, le DG de la CNR, il s'est les retraités, il a dit comme ça, il a oublié de les payer son salaire et de payer avec l'argent des travailleurs. Il a oublié que ces retraités, c'est grâce à eux qu'il est en train d'être payé. Mais il a oublié surtout que c'est leurs décisions qui ont poussé cette législation désemparée. Comme aujourd'hui, les travailleurs sont désemparés avec ces avancements médicaux. Et moi je dis que ce n'est pas vrai, il faut nous faire passer n'importe quoi. Moi je peux le dire solennellement, sauf si notre État est irresponsable. L'État, du point de vue de la loi, du point de vue de la Constitution, il est responsable de la pérennité du système de sécurité sociale. La retraite, pour les retraités, c'est une dette, c'est une créance que détiennent les retraités sur la société. Et l'Algérie ne pourra jamais marcher si les retraités n'ont pas une pension. Il faut développer une politique de mobiliser les ressources, mais non retraités et les retraites et notre système. Notre système, il restera pour 20-30 ans. Je vous ai donné des indicateurs pourquoi. Il faut maintenant une bonne gouvernance, il faut des hommes qui ont une vision, il faut aller mobiliser les ressources et il faut dépenser l'argent là où il faut, parce que même sur ça, c'est le troisième, je le laisse pour le débat, c'est au niveau des dépenses d'abord de gestion, les frais de gestion qui sont énormes et qu'on peut diviser par 2, je dis CNR, CNAS plus la CNAC. On va rentrer dans le tout à l'heure, on peut les diviser par 2. Au niveau des recettes, qu'on peut multiplier par 2. Retenez bien ça. Au niveau des recettes, dans le système, il y a actuellement de 1000 milliards de dinars, on peut les multiplier par 2. Et au niveau des dépenses, et j'ai des propositions concrètes pour ça que je vais vous donner pendant le débat,
Et au niveau des dépenses de gestion, on peut les diviser par deux. Troisième point qui est essentiel, il y a toutes ces dépenses-là, dont je vous ai dit qui ont un caractère de solidarité nationale. Il ne faut plus les imputer aux caisses de sécurité sociale. Il faut que l'État reprenne son dû, et il faut que les gens qui prennent l'argent dans la sécurité sociale, tels que le privé ou la khorel, il faut que l'argent soit dépensé là où il faut. Quatrième point lié à ces trois points, et on ne pourra pas arriver à cette solution-là si il n'y a pas une réforme, et c'est là qu'il faut réformer ça, une véritable réforme du système de pilotage et de gestion du système de sécurité sociale en Algérie. C'est pour ça que moi je propose un observatoire pour le système de retraite en Algérie, et on peut aller dans les détails, et je propose de démocratiser la gestion dans toutes les caisses. Il n'y a pas de raison que le JTA, bien que moi je suis un ancien JTA dans les années 90, je suis un ancien administrateur au nom du JTA, mais c'était 92, il y avait pratiquement un seul syndicat. Mais aujourd'hui, il y a des syndicats autonomes, aujourd'hui nous avons des associations de malades, aujourd'hui il y a des crises, et on ne peut pas demander aux millions de travailleurs d'accepter n'importe quelle décision s'ils ne savent pas, et s'ils ne savent pas si les choses sont gérées comme il faut. Donc moi je demande l'ouverture des conseils d'administration de toutes les caisses, l'ouverture à toute la société, et entre autres les syndicats et les associations de malades par exemple, mais qui sont vraiment représentatives. Parce que Marakat, on a des associations, tu as le matlage, ils disent madame, on va discuter de ça. On veut véritablement des sociétés qui sont vraiment d'utilité publique et qui apportent un plus au mujtama. Je m'excuse, vous m'avez donné 20 minutes, mais je m'excuse, et le reste, je laisse pour le débat. Merci, M. Bouderba. Je rebondis juste sur ce que vous venez de dire, là, la clôture de votre exposé. Vous dites que les recettes de la sécurité sociale, on peut les multiplier par deux. Et vous avez dit aussi que 50% des recettes ne sont pas collectées. Comment faire pour le faire, et quelle est la raison de cette non-collecte des cotisations? Comment peut-on multiplier par deux les recettes de la sécurité sociale, M. Bouderba? J'ai dit trois choses. Voilà. Mais c'est pour ces points-là, d'abord, j'ai dit qu'on peut multiplier par deux les recettes, et on peut diviser par deux les dépenses de gestion. Comment faire entrer d'abord les recettes? Oui. Pour faire entrer. D'abord, pourquoi quelle est à peu près l'importance et pourquoi il y a tout ce manque-là? Oui. Moi, je vous donne juste pour que vous soyez, M. Lalmas, il est là, je pense qu'il va bien me comprendre. L'ONS, elle publie des chiffres. Moi, tout ce que je fais, tout le travail, tout ce que je vous ai avancé, je le tiens de la part des PV, des comptes rendus de part de ce que j'ai fait avant. Je suis très très bien des événements, et je sais, comme je suis pour l'ONS, je suis pour le spécialiste, c'est-à-dire tout ce que je fais, c'est des chiffres officiels. Je n'ai rien créé blindé. Moi, j'apporte mon analyse, mon expertise pour ça, pas plus. L'ONS, en 2018, et je parle sous le contrôle de M. Lalmas, la masse salariale nationale, je ne parle pas de revenu, de marché informel, la masse salariale du salarié. Salarié en Algérie, elle est de 5 300 milliards de dinars. 5 300 milliards de dinars. C'est-à-dire le salarié dans la fonction publique, secteur économique public, ou le secteur économique privé. C'est 5 300 milliards de dinars. Or, le taux de cotisation, d'abord, toute la masse salariale du point de vue de l'Allemand, elle est cotisable. Elle doit être soumise à une cotisation de la sécurité sociale. Il n'y a pas d'exemption. Toute, normalement. Et le taux de cotisation, il est de 34,5%. 25% à la charge de l'employeur. Et encore, parce que les employeurs disent que nous, on paie, il faut qu'on sache que les 25%, ce n'est pas la charge de l'employeur. Ce n'est qu'un salaire différé. Nous avons les plus bas salaires du bassin méditerranéen. Et même si on ajoute le salaire différé qui est de 25%, nous continuerons à avoir les plus bas salaires. Seulement, on a dit que pour ce système, il faut obliger le travailleur à cotiser. Donc, au lieu de lui dire, voilà, vous cotisez ensuite, non, il appartient aux entreprises, il appartient aux employés de verser directement. On lui dit, écoutez, vous versez le salaire sur la fiche de paye, mais une partie du salaire, vous le versez à la sécurité sociale. Mais c'est toujours son salaire. Et vous avez 0,9% qui sont retenus sur la fiche de paie des travailleurs. C'est 9%. Si vous prenez vos fiches de paie, vous allez trouver cotisation de sécurité sociale, c'est 9%. Et 0,5% depuis 1994, depuis qu'il y avait la crise, vous allez trouver 0,5% qui sont donnés dans le cadre de la retraite anticipée. À 1994, ça fait 34,5% qui sont. Donc si on comptabilise les recettes potentielles de la sécurité sociale
au vu de ce que je viens de dire, c'est-à-dire masse salariale totale nationale, taux de cotisation de 34,5%, obligation de cotisation de toute la masse salariale, on tombe sur 1825 milliards de dinars. De recettes potentielles, 1825 milliards de dinars de recettes potentielles. Vous savez quelles sont les recettes réelles de tous les systèmes de la sécurité sociale? Je ne parle pas de la casse, non, ça je parle CNAS, CNR, de salariés, CNAS, CNR et CNAC. Vous savez combien il n'y a que de 1000 milliards. Il y a 825 milliards de différence. Bon, on enlève 225 milliards parce que vous savez qu'il y a en Algérie, vous avez la caisse des militaires et vous avez la caisse des cadres supérieurs de l'État à la FSR, ils sont ailleurs. D'ailleurs, on va en parler. Tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler. Comment on peut demander à un travailleur déjà qui cotise 44 ans, monsieur, la retraite, on va lui dire qu'il est à 60 ans, 65 ans, c'est-à-dire que tu vas cotiser 49 ans, alors qu'aujourd'hui, un cadre supérieur de l'État et un député, il peut partir en retraite après 20 ans d'activité, c'est-à-dire à 40 ans, il peut partir en retraite avec un salaire à vie, un salaire entier à vie. Et en retraite proportionnelle, il peut partir après 15 ans d'activité. C'est-à-dire qu'il pourra partir à l'âge de 38 ans, de 36 ans. Alors que une cohésion. Ça, c'est le problème du point de vue moral, du point de vue économique qui se pose. Il faut unifier notre système. Je reviens à 1825 milliards. J'enlève les 225 milliards. Normalement, la CNAS et la CNR devaient récolter 1600 milliards chaque année. Or, ils ne récoltent que 1000 milliards. Voilà 600 milliards de potentiel. 800, vous avez dit 800, M. Boudelba. J'ai dit 1825. Oui. Si j'enlève 225, il reste 1600. D'accord. Sur les 1600, les recettes réelles ne sont que de 1000. Donc nous avons 600 milliards de recettes potentielles additionnelles qui ne sont pas récoltées. De point de vue global, parce qu'on a une exonération, ce qu'on compte comme salarié, déclaré, l'emploi. D'ailleurs, ce n'est pas normal. 1 million, c'est le pré-emploi. 1 million ne sont déclarés que pour la sécurité sociale. Ils ne sont pas déclarés pour la retraite, etc. Je dis que normalement, tout ce monde-là doit cotiser. Il doit cotiser pleinement, y compris pour le système de la retraite. Maintenant, vous me dites, puisqu'on est à la fin, mais vous me dites les solutions, comment arriver à notre gamme. Oui. Ceci dit, avec des corps plantés, le potentiel, il est là. Moi, j'ai quelques 8 propositions, les 9, oui, claires, nettes et précises, qui montrent qu'on peut doubler ce milliard à 2000 milliards. Et je vous donne quelques maintenant. D'abord, vous avez les catégories particulières. Nous avons plus de 3,5 millions de catégories particulières, à savoir les Moudjahidines, les étudiants, nous avons 1 700 000 étudiants, etc., qui sont les handicapés, etc. Nous avons 3,5 millions de catégories particulières qui sont assurées. Et c'est l'État qui prend en charge les cotisations. Comme ils ne sont pas assurés pour la retraite, c'est-à-dire c'est tous les étudiants, etc., ils ne sont pas assurés pour la retraite, donc ça va en moyenne entre 0 et entre 9% et encore sur le SNMJ basé, pas sur le salarié. C'est-à-dire la moyenne, elle est de 4% sur le SNMJ. 4% seulement. Or, pour les travailleurs, c'est 34,5%. Et ils cotisent 4% pris en charge par l'État. Moi, je dis que le budget d'État. Pourquoi? Je vous donne l'historique, je le connais très bien. Parce que lorsqu'on a mis 4% dans les années 90, 90-91, c'était normal. C'était normal parce qu'il n'y avait pas la retraite, il n'y avait que de doigts. La sécurité sociale, la CNAS, je devant le chiffre, en 90, les remboursements des médicaments représentaient 4,6% de toutes les recettes de la CNAS. 4,6% en 90. En 2019-2020, les remboursements des médicaments représentent 50%. Je dis bien 50% des recettes de la CNAS. C'est-à-dire c'est tout ce que la CNAS, 50% des médicaments. Donc, et comme c'est les médicaments, c'est le principal du remboursement dans les catégories particulières, si elle était prise en charge pratiquement gratuitement par rapport à la CNAS, si je vous donne le chiffre, au contraire, aujourd'hui, c'est énorme, ça coûte très cher, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui que l'État doit tripler le financement dans les catégories particulières. C'est-à-dire au minimum quelque chose comme 12% du SNMG, et ça fera des recettes supplémentaires pour le système de 60 milliards de dinars chaque année. 60 milliards. Il y a quelque chose qui a été repris. Moi, je le dis, ça fait des années, et je suis content que j'ai écouté le ministre, il avait repris, c'est-à-dire même 1% qui déroule, moi, ça fait des années que je le dis, ça fait plus de 10 années qu'on le dit, c'est de faire, mais on n'explique pas, c'est des taxes sur les marchandises importées. Nous apportons quelque chose comme 40 milliards de dollars chaque année, et des marchandises, on va l'imposer. Beaucoup de gens s'opposent. Pourquoi vous puisez chez moi? Non, le problème ne se pose pas comme ça. L'approche pour moi elle est différente. Comment on doit faire l'approche? C'est surtout imposer et moduler l'imposition, surtout ce qui impose des choses qu'on peut produire en Algérie. Parce que chaque chose qui peut être produite en Algérie et qu'on importe,
M. Larbas, il est là, il peut dire, c'est un emploi au moins chez moi. Et si c'est un emploi au moins, ça veut dire que c'est une cotisation au moins, pour moi. Et si c'est une cotisation au moins, je te fais une taxe en compensation de ce montant gagné en matière de cotisation. Moi, je reste sécurité sociale. Donc, c'est voilà qu'on va expliquer. D'abord, c'est pour la production nationale, mais aussi c'est pour compenser la sécurité sociale sur une perte, parce que l'un des problèmes d'Algérie aujourd'hui, pourquoi on n'a pas l'emploi? L'un des problèmes, c'est l'emploi. Et pourquoi il n'y a pas l'emploi? Parce que l'industrie qui représentait quelque chose comme 14% du PIB dans les années 80, aujourd'hui, l'industrie ne représente que 5% à 6% du PIB. Parce qu'on a détruit le secteur industriel, c'est là où il y a les emplois productifs durables, et on a fait l'import-import. Tout le monde ne fait qu'importer, les consommer, et s'il n'y a pas des emplois, il n'y a pas de cotisation. Donc, les taxes sur la marchandise, ça fait 2 années, 1%, et cette fois-ci, même le gouvernement, il faut le dire par honnêteté, il a proposé de faire 2%, moi je soutiens ça, c'est-à-dire qu'il faut doubler les 2% en expliquant bien pourquoi, à la société, pourquoi on fait ça, et les 2%, ça représente 80 milliards de dinars par année pour la sécurité sociale. Oui, sur la base de 40 milliards de dollars d'importation. C'est une moyenne, ça peut être 70, ça peut être moins. Mais j'ai dit qu'il faut les moduler, parce qu'il y a des choses qu'on est obligé d'importer. Il y a des choses, oui, ça tue l'emploi en Algérie. Et là, nous avons des experts qui peuvent y aller. Sur les 40 milliards de dollars, vous avez le blé, vous avez le lait, vous avez la viande, vous avez plein de produits qui sont... Oui, nous avons quelque chose comme 30%, 40%, mais une petite, parce que même pour encourager le blé, pourquoi ne pas le faire? Nous avons le taux de dépendance par rapport au blé, par rapport aux étrangers, nous avons le taux de dépendance par rapport aux Marocains et aussi aux Tunisiens le plus important. Nous avons plus de 60% de taux de dépendance, alors qu'il y a de 50% environ dans les pays limitrophes. Mais c'est vrai, parce que le blé, c'est quelque chose de soutenu, de prix. C'est pour ça que je dis modulation, c'est important. C'est-à-dire là où on tue l'emploi, là on appelle un grand taux, là où c'est pour la population, je lui fais un taux symbolique. Entièrement d'accord. Et nous avons des frais de gestion dans la classe et dans la CNR. Vous savez, les frais de gestion dans la classe et dans la CNR, rien que pour la classe en 2018, les frais de gestion ont représenté 15% de recettes de la classe. 15%, c'est énorme. Dans les autres pays, ça ne dépasse pas les 3%, 4%. 15%, c'est énorme. Ce que je dis frais de gestion, c'est-à-dire investissement plus fonctionnement. 15%, c'est énorme. 65 milliards de dinars. 65 milliards de dinars en 2018, rien que pour la CNAS, la CNR, c'est 15 milliards. La CNAC, c'est quelque chose comme 4 ou 5, ça donne en tout 85 milliards. Là, je dis que le minimum, sans aller très loin, parce qu'on n'est pas des comptables, là, je dis que le minimum, par rapport à ce qui se fait dans tous les pays, on peut les diviser par 2. Qu'est-ce qu'il faut enlever pour diviser en 2? Qu'est-ce qui est... C'est-à-dire, bon, un peu dans l'immédiat, tous les investissements en euros, tous les investissements, allez-y voir qu'est-ce qu'ils sont en train d'acheter chaque année. Qu'est-ce qu'ils achètent chaque année? Les sièges, ce qu'ils construisent, le terrain, etc. Vous avez la mutuelle, vous avez la mutuelle de la sécurité sociale qui avait acheté pour 400 milliards de centimes, les 700 milliards de centimes, ça fait 15 ans. Elle avait acheté des investissements. Hein? Oui. Qui avait acheté de l'argent, dans la mutuelle pour soit comme ils sont pour la sécurité sociale, lui-même il est au conseil d'administration, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de vendre tout à la CNAS, et c'est passé, la CNAS a acheté comme ça sans aucune expertise. L'expertise de 2004 a été utilisée pour déterminer le prix de 2018, le 2017. Et on achète ça. Je vous donne plus. Dernièrement, le CNMS, le sport, là où on fait des opérations chirurgicales, etc. Voilà. D'ailleurs, une convention avec un hôpital français. Ils ont des médecins français pour faire des opérations là. Eh bien, tant mieux, au lieu d'envoyer des gens faire de l'argent, ça dépenser beaucoup d'argent. Ministre de la Santé, c'est une bonne chose, mais à la condition que ce soit l'État qui prend en charge ça. Le médecin, et pour chaque opération, la CNAS la convention. Et la CNAS a une seule responsabilité, il n'y a aucun droit, une seule responsabilité, c'est de donner chaque opération, de donner l'équivalent de 1500 €, le chirurgien dit. Mais de quel droit? Alors qu'il y a le forfait hôpital qui était déjà de 19, l'année fait, c'est énorme, 88 milliards, je vous dis combien il est monté pour le projet de 2020, et il a encore fait monter à 92 milliards. 92 milliards de dinars de forfait. Donc, rien que bon, il a besoin de ça, j'anticipe,
Si vous prenez l'argent de la CNAS, vous savez que la CNAS a quelque chose comme 460 milliards de dinars, c'est-à-dire les 1000 qui نقسموهم عند CNR وعند la CNAS وعند la CNAC, la part à la CNAS est à peu près de 460 milliards de dinars, 450. Sur les 450 milliards de dinars, 50% رايحين للدواء, 230 milliards de dinars رايحين للدواء. Si vous enlevez 92 milliards de dinars, pratiquement 100, رايحين فورفي اوبيتال, مدوهم للدولة باش يفينانسوا لي زوبيتال. وزيد لها لي كونفونسيون تاع لي بريفي 21 مليار بور لي بري اللي يمدوهم بور لي بريفي وزيد لها 65 مليار في الجيستيون. Alors ne vous posez pas des questions pourquoi تروح عند سبيسياليست تداوي بور 200 300 ميل ويعطوا لك 8000 ولا اون فام تروح دير تولد يسموها لا سيزاريان تخسر 9 ملايين ولا 8 ملايين ولا 10 ملايين ويرمبورسوا لها 800 دينار باسكو لا سيزاريان يرمبورسي 200 دينار لا جورني avec un maximum de 4 jours. Alors, voilà le problème de la sécurité sociale, c'est-à-dire c'est lié, voilà les problèmes qui se posent. Et je vous ai au passage donné les frais de gestion, comment on peut les diviser, les dépenses, parce que je ne voudrais pas dire qu'il y a corruption, je ne veux pas subjectiviser le débat. Moi, à travers mes exemples, je veux faire prendre conscience à la population, aux responsables, il y a des gisements qu'on peut retrouver, et il y a énormément de dépenses qu'on peut rééquilibrer à condition qu'il y ait la bonne gouvernance et qu'il y ait le bon sens. Je continue, madame. Oui. Donc, les dépenses de la CNR et de la CNAS, pour moi, sur les 84 milliards, j'ai dit 85 milliards, 50%, c'est 42 milliards de dinars de gagner chaque année. Comment on va le faire? J'ai dit sur les investissements, j'ai dit sur les fausses dépenses, et j'ai dit sur la masse salariale. Mais bien sûr, moi, je suis un syndicaliste dans le sens, je ne vais pas dire qu'il faut licencier les travailleurs, etc. Mais aujourd'hui, à moyen terme, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir le robinet, on peut le reconvertir, on peut le trouver travail ailleurs, on peut les former et investir dans des trucs, on peut leur trouver un travail, mais je vous donne, madame, c'est des frais du personnel. La CNAS représente 10% de recettes. 10%. Énorme. Un travailleur de la CNAS, il revient à la CNAS par année 2 millions de dinars. Un travailleur revient à 2 millions de dinars, ce qui est énorme. Si vous allez dans des secteurs pétroliers, vous allez trouver un travailleur l'année, il va revenir à 1, enfin je ne parle pas de son trac qui dépasse, parce que les secteurs entiers c'est ça. Mais dans les entreprises qui sont très équilibrées, pétrolières, il est de 1,5, 1,6, 1,4. Pétrolières, avec les prix du Sud. Voilà, mais là, c'est-à-dire ça va se faire avec des mesures d'accompagnement. Moi, je suis contre un travailleur, ce n'est pas de sa faute si on a ramené, ce n'est pas de sa faute si la CNAS est insurrective, si les salaires sont bien. Moi, je suis contre le tout ce acquis. Mais moi, je me situe à moyen et long terme, je me situe pour un système de pérennité sur des années et je donne des indices, je donne des pistes. Là, il y a des responsables, il y a des spécialistes qui peuvent bien pencher là-dessus. Donc, il y a aussi les importateurs de médicaments. Il y a quelques années, on a institué une taxe, il y a tous les importateurs de médicaments, on prend leur marge et on fait une petite taxe à l'IA. Mais si vous taxez la marge, l'importateur il va vous dire la marge zéro. C'est-à-dire on a quelque chose à faire. Moi je propose à ce que cette taxe soit indexée sur le chiffre d'affaires et non pas sur la marge. Parce que le chiffre d'affaires c'est ce qu'il déclare la douane, tandis que la marge c'est ce qu'il me déclare lui. Donc il va déclarer le bénéfice, il va déclarer ce qu'il veut. Et ça c'est important parce que pourquoi les médicaments? Parce que la sécurité sociale, elle est en train de dépenser énormément 50% de ses recettes, mais d'abord pour encourager la protection au niveau national. Voilà. Et pour encourager la production nationale dans les médicaments, etc. Donc, à moyen terme, elle va avoir des effets bénéfiques. Et tout ça, on peut avoir dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps. Ça a déjà été très large, je ne voulais pas donner des chiffres abracadabrants. Les chiffres, c'est facile de le donner. C'est 10 milliards de dinars qu'on peut avoir en plus. Vous avez les assurances économiques, toutes les assurances économiques, et surtout l'assurance des personnes, pour les victimes d'accidents de la route. Les victimes d'accidents de la route, vous savez, une assurance, ils sont couverts par le risque des accidents. Il y a la responsabilité civile qui est sur les assurances. Et lorsqu'ils tombent malades ou blessés ou invalides, vous avez 6 000 invalides, 7 000 invalides par année. Nous avons 40 000 blessés par année. Maintenant, les NES qui prennent une pension d'invalidité toute leur vie, madame remplacée par une pension de retraite, vous avez une NES, etc. La sécurité sociale ne fait que payer, ne prend pas un sou. Et moi, je propose à ce que toutes les victimes des accidents de la route, les dépenses d'assurance sociale, elles doivent être prises en charge et remboursées par les assurances économiques. Rien que leurs victimes. Je ne parle pas d'autre chose. Les assurances économiques, ça veut dire ça. Je dis que ça.
يتفاهموا ما بيناتهم يديروا الاخر تاعهم يديروا كيما الطوموبيل معليش يرمبورسي لك لي تريك سيفيل enfin لي تريك ماتيريال ديغا ماتيريال اي بان tu as fait un dégât social من كامل tu me rembourses pour ça et je vous assure que ça il y a beaucoup d'argent dessus et moi je n'ai compté que 20 milliards de dinars mais c'est beaucoup plus beaucoup. Ben oui. On va plus pouvoir assurer. Mais non, mais c'est dans l'assurance. Ce ne sera pas les assurances, allez-y voir les trucs qu'ils sont en train de faire. Et j'ai pris 20 milliards, c'est 10 fois rien du tout. Et c'est dans l'assurance, je ne demande pas d'augmenter l'assurance dans les voitures. Moi, je dis qu'il faut enlever une partie de l'image et de rembourser. Il faudrait cultiver d'abord la culture de l'assurance chez nous qui n'existe pas. Ah, mais c'est ça le véritable problème. Maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il y a un chemin difficile, justement, et il y a les fonctions, 60%, 40%, et c'est ça la différence. Vous avez des pollueurs en Algérie, ceux qui font la pollution, vous savez, essayez de regarder les plages les plaques qu'on voit à la pollution, sans parler de l'air, et on recherche les bilans médecins là, les bilans les asthmatiques ou les maladies respiratoires. Maintenant, demander un peu d'avoir le nombre de malades de la peau, des maladies de la peau. Ici, c'est les maladies de la peau, c'est tous les gens, la plage, vous voyez tout ça quand même. Et les pollueurs ne paient rien du tout. Il faut taxer les pollueurs. Et tous les pays du monde, derrière nous, on taxe celui qui pollue, il surtaxe, modulé. Et celui qui fait un filtre, celui qui fait la forme, qui ne rejette pas les trucs polluants, qui ne rejette pas les trucs chimiques, je ne taxe pas, je l'encourage. Je peux même lui faire un bonus. Même un bonus. C'est-à-dire, et puis, comme ça, toute la société parce qu'elle sera en bonne santé. Et une société en bonne santé, c'est la productivité qui monte. Et le secteur de la sécurité sociale va gagner beaucoup plus de dépenses sociales, les dépenses de maladie qui représentent 50%. Les accidents de travail et maladies professionnelles. Vous savez qu'on a plus de 500 morts sans parler des maladies professionnelles, sans parler de ceux qui sont blessés. Nous avons énormément d'accidents de travail parce que les employeurs ne prennent pas des mesures de prévention, ils ne prennent pas en charge. Et la classe, c'est énorme. Et je dis qu'il faut instaurer un taux modulé. Celui qui prend des mesures, c'est-à-dire qu'il y a un véritable dispositif et qui prend mesures santé au travail pour faire la prévention, c'est un bonus. Même moi, je suis au lieu de payer 27%, je me dis tu payes 23 ou 24%. Mais celui des secteurs où il y a vraiment des taux importants d'accident de travail et de maladies professionnelles, eh bien, je fais une surtaxe. Je fais un malus. Et là, c'est énorme. Je peux avoir minimum, là, je peux avoir 20-30, j'ai mis 10 milliards de dinars. 10 milliards de dinars chaque année. Vous avez les allocations familiales. Vous savez, aujourd'hui, les allocations familiales, en tout, l'État les prend en charge, il paye 40 milliards. 20 milliards pour les fonctionnaires, il y a 18 à 20 milliards qui payent pour les travailleurs du secteur économique. Vous avez des allocations familiales. Vous savez comment c'était avant 90 ? Avant 90, les allocations familiales, les employeurs cotisaient 6%. C'était un risque. Et les Français disent les allocations familiales. On m'a dit 3%. Les premières réformes 91. 94, qui déroulent la CNAC, sur le chômage, les employeurs, c'est ce sont travailleurs, bien sûr, le taux, non, en fait, l'économie, disons. En 94, on dit le taux de la CNAC, c'est énorme, je dirais, nous avons le taux de 3% des allocations familiales et vous allez payer un petit peu, 2% pour l'allocation chômage. C'est comme ça que les employeurs ont marché en 94. C'est financier. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus que s'ils ont payé en 94. Justement, les allocations familiales aujourd'hui, en 2001, et les patronats tableau, 2009, la tripartite tableau, 2010 tableau, vous pouvez voir les pays, 2011 tableau. Il y a des tripartites, les patronats, oui, dans tous les pays du monde, c'est le patronat qui prend en charge ça. En Algérie, c'est l'État. M. Aziz, qui est membre de la tripartite, qui peut le confirmer. Au tableau, on n'est pas prêt, on a un an de délai de grâce et on va les payer. Et bien jusqu'à maintenant, 2019. Ils n'ont pas payé, et c'est toujours l'État qui prend 40 milliards. Et c'est le malheur, les 40 milliards de dinars, si vous allez voir le tableau, tu as les transferts sociaux annuels, il y a 1800 milliards de dinars chaque année, 8,4% des dinars. Dans les transferts sociaux, les 40 milliards de dinars, qui devaient être à la charge des employeurs qui avaient accepté de payer, donc moi je dis que les employeurs doivent reprendre le financement des allocations familiales. Et il y a les luttes contre la surfacturation des médicaments, je ne rentre pas dans le détail. Est-ce que c'est possible de résumer un petit peu pour laisser le temps aux journalistes de poser leurs questions? Je voulais expliquer, parce que là, ce n'est pas des chiffres, mais j'arrive, j'ai terminé, parce que le frère, c'est bien nul. Tout ça, ça donne 330 milliards, tout ce que je viens de dire. C'est 330 milliards de dinars. Ensuite, il reste quelque chose d'important. Moi, je propose d'augmenter le SNMG. Le SNMG, je propose qu'on augmente 50% sur 2 ans, 2020-2021. Je demande d'augmenter ça et ça permettra de défendre le niveau, de relancer
l'économie comme on fait au Portugal. Sauf le Portugal, pour la Grèce, c'est 2 fois différente. On va me dire que ce n'est pas la même chose en Algérie, mais en Algérie, nous sommes tellement en retard que le SRMG s'impose et il va en même temps renflouer les caisses. Et en condition d'aller chercher tout ce que je veux dire. Ça, c'est 300 milliards de dinars. Lutte contre l'évasion sociale, c'est 200 milliards de dinars. Lutte contre la sous-facturation, la sous-déclaration de salaire, l'exonération des salaires et les risques de retraite de l'emploi, c'est 100 milliards. Augmentation des taux de cotisation, moi je propose qu'on augmente de 1,5%. 1% à la charge des employeurs et 0,5% à la charge des travailleurs. Pour le travailleur, je demande une absolue énergie pour son pouvoir d'achat. Tout le monde dit 25% c'est énorme, pourquoi tu proposes 1%? Moi je dis que ce n'est pas vrai. Tous ceux qui disent ça n'ont jamais argumenté, parce qu'en France, là ailleurs, ils le disent parce qu'il y a une concurrence, il y a un marché, il y a une concurrence, il y a des concurrents, et on parle de coût de travail. En Algérie, nous n'avons pas un marché qui est soumis à la concurrence et nous avons le plus bas coût de travail qu'il y a par rapport à la Tunisie, au Maroc, par rapport à tous les pays. Donc, il y a 12, je vous donne un chiffre, il y a 12 pays de l'OCDE qui ont des taux de cotisation à la charge de l'employé qui est supérieur au 27% algérien. Et le dernier point, c'est la lutte contre le marché informel. Le marché informel, c'est énorme, c'est un gisement énorme. En Algérie, il y a 4 millions à peu près qui sont dans le marché informel de travailleurs. Moi, j'ai pris, si on arrive à capter sur 2 années 10% maintenant, il ne faut pas aller trop loin. 10% c'est 400 000. 400 000, c'est 50 milliards de dinars. Donc le tout de tout ça, c'est 700 milliards de dinars. Donc 700 milliards et 330 milliards de dinars, ça donne 1030 milliards de dinars. Alors que c'est exactement ce qu'on est en train de récolter actuellement. Voilà, merci, M. Bouderba. Merci beaucoup. Est-ce que mes confrères journalistes ont des questions à poser? Il y a eu beaucoup de chiffres, donc on est un peu... Mais pas forcément sur les chiffres, hein, c'est sur les réformes, pas forcément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, allez-y. Oui, c'est vrai, voilà, il y a beaucoup de questions. Vous dites qu'il y a actuellement 9 cotisants retraités, et de l'autre côté, pareil, vous nous dites le PIB, l'industrie, trop faible. Je ne me suis pas bien fait comprendre, vous ne m'avez pas bien compris. Lorsque j'ai parlé de 1 sur 9, j'ai dit c'est le taux de soutien démographique. J'ai dit c'est un taux théorique. C'est un taux qui est pris par rapport à la structure démographique du pays et non pas par rapport aux cotisations réelles. J'ai dit que si on prend toute la population de 43 millions, on trouve une personne âgée de plus de 60 ans pour 9 personnes âgées entre 16 et 60 ans. C'est-à-dire 9 personnes en âge de travailler sur une personne qui a dépassé l'âge de 60 ans. C'est-à-dire une personne en âge, un potentiel retraité sur 9 potentiels travailleurs. Maintenant, il reste que c'est ça le rôle du gouvernement, c'est de faire travailler ces 9 pour le trouver de travail pour qu'ils deviennent des cotisants. Ce n'est pas des cotisants. Ça, c'est des personnes en âge de travailler. Et j'ai dit que nous avons une structure qui est très jeune. Il suffit que le gouvernement les fasse travailler et que les Algériens ont besoin de tous travailler et non pas de travailler plus longtemps. Donc, si je comprends bien, si un travailleur part en retraite, il n'y a personne qui le remplace. Et c'est ce qu'ils décident. Même 2020, ils disent que 4 ne sont pas remplacés. 4, voilà. Voilà, ils disent qu'il y a 4. L'année passée, c'était aucun. Avant l'année passée, c'était 1 sur 3. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas relancer le pays sans que les gens d'abord sur le poste. D'abord sur le plan des recettes. Mais c'est plus grave encore. Dans tous les pays du monde, ils disent qu'un pays où la population est malade, par exemple de la santé, un pays où les gens ne sont pas éduqués, il n'y a pas de productivité. Comment tout le monde, comme 40 000, 50 000 postes, 78 000 postes vacants pour la santé, pour l'enseignement, les postes vacants, c'est des postes qui. Si vous lisez par exemple le plan contre le cancer, c'est la Cour des comptes, c'est pas moi qui le dis, le truc contre le cancer, la Cour des comptes, il faut que le reste à réaliser, c'est-à-dire les dépenses qui ont été affectées, mobilisées, mais non dépensées. Vous savez, il dépasse les 40 milliards de dinars. C'est la Cour des comptes, enfin 30-40 milliards de dinars, et c'est dans le rapport de la Cour des comptes. Donc si on ne développe pas les actions à la santé, les actions à l'éducation, la sécurité sociale, c'est une population qui sera malade, c'est une population qui ne peut pas produire. Donc c'est les deux aspects. Donc vous dites que ces réformes actuellement, les réformes proposées actuellement, ne donneront pas les résultats escomptés, parce que ce ne sont pas des réformes de fond. Donc vous les rejetez. Oui. Je dis que ça n'apporte pas les réponses adéquates aux problèmes réels de la société algérienne au vu de la structure démographique
et au vu des problèmes qui se posent et au vu de l'expérience qu'on a eue dans les années 2000 et dans les années 90. Moi, j'ai démontré à travers plusieurs chiffres, j'ai dit que potentiellement nous avons des recettes additionnelles énormes qu'on peut avoir, mais je n'ai pas dit autre chose qui est important, c'est-à-dire que dans tout ça, s'il n'y a pas une relance de l'emploi, s'il n'y a pas un investissement productif avec une relance de l'emploi, et si le taux de l'emploi fragile est de 36%, 37%, avec un taux d'activité de 40-41%, qui est plus faible même par rapport aux pays limitrophes. C'est-à-dire si on ne lance pas l'emploi, c'est l'emploi qui va financer. Ensuite, il faut aller chercher l'argent là où il est. Donc il faut d'abord par une politique emploi créatrice vraiment d'emplois durables, productifs, qui peuvent nous aller vers et non pas, parce que qu'est-ce qu'ils proposent Houma? Ils ne proposent rien du tout. Houma, ils proposent des recettes sans temps, ils considèrent qu'on ne peut pas les toucher, à part la taxation de 2 fois, et ils disent que si nous avançons, il faut aller raboter dans la poche des retraités, voilà ce qu'ils proposent. Et ce n'est pas des réformes, ça. Moi, je n'appelle même pas ça des réformes. C'est un nom, vraiment, c'est un mot offert, c'est-à-dire un mot qui n'est même pas qu'un mot, mais c'est les réformes paramétriques, on touche les paramètres, mais la réalité, c'est qu'on prend un stylo et on dit nous avons des rentrées de 1000 milliards de dinars, faisant en sorte que les dépenses ne dépassent pas 1000 milliards. Et ça, ce n'est pas des réformes. Est-ce que ces propositions que vous venez de donner ont la chance d'arriver un jour sur le bureau des décideurs? Je ne sais pas, madame. Moi, je fais mon travail d'essayer d'éclairer la société et d'éclairer les gens. Moi, je vous dis, vous savez, madame, on répond à comme moi, en 2016, lorsqu'on allait supprimer la retraite sans condition d'âge, dans le débat, j'avais écrit une lettre ouverte aux députés, une lettre ouverte qui est parue sur le Wadan, c'est ma page, et dans cette lettre ouverte, je disais textuellement, 9 raisons pour ne pas voter la suppression. Et j'ai dit textuellement, elle est là, sur le Wadan pour le trouver, j'ai dit que ce projet de réforme de la retraite, sans solutionner les problèmes d'équilibre du système, va priver beaucoup de travailleurs et de retraités de leurs droits essentiels, ça va créer des solutions, mais sans rien résoudre, parce que dans 2-3 années, on va revenir. Et ça, je l'ai dit dans une lettre ouverte aux députés. Donc aujourd'hui, moi, je ne fais qu'éclairer la société, et je voudrais bien qu'une fois la stabilité du pays est revenue, qui j'espère sera dans le plus bref délai, j'espère bien que les gens viennent débattre de tout ça et que chacun ramène, mais à la condition de mettre tout le monde au même niveau. Ne cachez pas, parce que la loi oblige les gens à donner des informations. Donnez l'information et vous allez voir que dans la société, il y aura des dizaines de Boudraba, il y aura des centaines de Boudraba qui vont, il y a des économistes, il y a tout. Et l'Algérie a assez de ressources, assez de réserves pour avoir l'intelligence de trouver des solutions consensuelles, parce qu'il sait qu'il ne peut pas avancer seul, il avance avec sa société. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, monsieur. Merci. Ça tombe bien, il vient de citer la lettre qu'il a envoyée aux députés en 2015. 2016. J'étais député du Parti des travailleurs à l'époque à l'Assemblée. Effectivement, on a entendu ce cri de détresse et nous n'avons pas voté la loi de suppression de la retraite anticipée. M. Boudarba a utilisé un mot fort et je pense qu'il est juste, qu'il n'exagère pas lorsqu'il a parlé de choc en 2016, parce qu'il y a eu des chocs à plusieurs niveaux. Il y a eu la suppression de la retraite anticipée, mais aussi il y a eu la loi de finances 2016 qui a imposé une politique d'austérité, le gel des projets, le gel des salaires, le gel des recrutements et le non-remplacement des retraites. En réalité, c'était un coup criminel contre le système de sécurité sociale, je mesure mes mots, parce que 270 000 départs en retraite en une seule année, c'est 270 000 cotisants. Un détail. Oui. J'ai dit 270 000 demandes de départ à la retraite. Comment vous pouvez les refuser? Parce que CNR les a répartis en 2 ans. Oui. D'ailleurs, la moitié est partie en 2017 et l'autre moitié est partie en 2016, l'autre moitié en 2017. Voilà. Donc ils ont exactement réparti en 2 ans, parce que le choc a été... Donc c'est un choc double, parce que c'est 270 000 de cotisants en moins et 270 000 de pensions en plus. Ça veut dire que c'est quasiment presque 600 000 pensions que la CNAS doit prendre en charge. Il y a eu aussi, pratiquement dans la même année, la nouvelle loi sur la santé qui oblige la sécurité sociale à prendre en charge les soins
de ces cotisants, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et les dépenses ont littéralement explosé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un changement radical dans les politiques publiques, c'est l'ensemble du système de sécurité sociale qui risque de s'effondrer. Et c'est inconcevable qu'en 2019, nous ayons un déficit artificiel de 700 milliards de dinars. Il y a un problème de politique d'emploi lorsqu'il n'y a pas de création d'emplois. Vous avez, madame, cette année, l'année passée, en 2018, c'est pas moins de 130 000 emplois post-budgétaires qui n'ont pas été occupés par la faute de la politique d'austérité qui a été imposée par les différents gouvernements. Il y a quelques années de cela, c'était 280 000 dans les différentes administrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons une situation très critique qui fait que s'il n'y a pas un changement de politique, un changement de régime, c'est ce que réclame la majorité des Algériens aujourd'hui, et il y a un risque d'effondrement d'un système de sécurité sociale qui a montré d'abord qui a montré son utilité et qui a tenu depuis 1962 jusqu'à 2011-2012, et qu'aujourd'hui, par le mutisme de l'État qui laisse faire, c'est 4 millions de salariés qui ne sont pas déclarés à la sécurité sociale, c'est la sous-déclaration, c'est la triche, et l'État, au lieu de réprimer, au lieu d'obliger les employeurs privés à assumer leurs responsabilités sociales, eh bien, l'État octroie des exonérations et des cadeaux de tout genre au secteur privé qui s'est enrichi en fait sur le dos de la nation et sur le dos des travailleurs. Donc c'est tout ça qui doit être stoppé de manière nette et précise pour que vive la CNAS, pour que vivent les travailleurs, pour que demain, les travailleurs d'aujourd'hui ne vont pas devenir des parias de demain. Parce que s'il n'y a pas de retraite, et le risque il est là. Ça veut dire que demain, on peut travailler pendant 30 ans, 40 ans et finir retraité sans aucune pension parce qu'il y a une faillite. Cette faillite, c'est une faillite organisée et l'État et les différents gouvernements qui se sont succédés ont l'entière responsabilité. Les travailleurs n'ont aucune responsabilité dans ce qui arrive et ils ne doivent pas payer la facture. Est-ce que vous avez été député? Oui, et je ne le suis plus, je suis démissionnaire depuis le mois de mars. Est-ce qu'au sein de l'Assemblée populaire, on ne réfléchit pas à ce genre de solution? Est-ce qu'on n'ouvre pas des débats sur des questions aussi importantes? Alors, c'est une question excellente, madame, oui. Et ça nous ramène à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas une assemblée légitime, lorsque on achète des postes, lorsqu'on achète des voix, lorsqu'on achète des sièges de députés, ceux qui sont là, il y a 130 000 hommes d'affaires dans cette assemblée, et ils n'ont rien à cirer de ce qui advient de la sécurité sociale. Mais est-ce qu'il y a eu des initiatives de ceux qui n'ont pas été achetés? Bien sûr qu'il y a. Bien sûr qu'il y a des députés, pas partisans, des députés qui essaient de respecter leur mandat, qui posent des problèmes, mais la majorité, elle est là, elle agit comme une mécanique, elle s'en fout de ce qui advient de ce pays. C'est pour ça que nous vivons une révolution dans notre pays. Je vous remercie, je m'excuse. Merci beaucoup. Si vous permettez, sur ça, moi, je peux apporter un petit témoignage sur ça. Oui. Moi, en 2016, lorsque j'avais fait une lettre ouverte, d'ailleurs, en 2016, je vous dis, vous pouvez le trouver pour Watan, le 5 juin 2016, le jour de la tripartite, qui allait supprimer la retraite sans condition d'âge, j'avais écrit une lettre ouverte qui a été publiée sur une page d'Al-Watan le 5 juin 2016, qui était intitulée comme ça, qui était intitulée « Les Algériens ont besoin de tous travailler et non pas de travailler plus longtemps ». Ça, c'était en juin. Le 27 novembre 2016, j'avais fait la lettre ouverte aux députés, 9 raisons pour ne pas supprimer, pour ne pas voter la loi. Et à ce moment-là, je me rappelle, juste avant qu'elle ne soit, parce que c'est le 27 novembre, c'était le jour où elle était discutée au niveau de la PN. Mais juste avant, je me rappelle, des députés dans lesquels les PT, il y avait même certains autres partis, même des partis islamistes, il y avait des partis, le FFS, etc., qui m'avaient invité à animer une journée, pour répondre à votre question, une journée parlementaire qui devait avoir lieu en novembre 2016 sur ça. Moi, j'étais prêt à faire un débat, qui viendra donner les avis de la caisse, et moi, j'ai répondu affirmativement, il est là pour
confirmé. Mais au dernier moment, ça a été annulé. Je ne sais pas pourquoi. Ils ne voulaient pas de ce débat. Merci. Maintenant, je voudrais juste ajouter deux petits points. On va demander juste s'il y a une question, il n'y a plus de questions, parce que sinon on va clôturer les débats. Allez-y, terminez, monsieur Boudelba. Je voudrais juste deux points que je n'avais pas donnés qui sont importants pour expliquer le déficit, pour revenir à l'essentiel. Il y a une autre question très importante qui explique le déficit qui n'a pas été abordée aujourd'hui. C'est parmi les mesures irréfléchies. C'est des taux de revalorisation de la retraite, des pensions de retraite des usurpations, qui a été pris entre 2010 et 2014. 10 et en 2014, c'était 12%. Les taux de revalorisation avant 2010, il y avait des taux insignifiants. Tout d'un coup, comme il y avait le Bahbouha, en 2010, on décide que c'est en moyenne 10% par année. 2011, il y avait 10% plus 15% pour les grandes retraites et 30% pour les petites retraites. Et après, c'était 10%. 2012, c'était 12%. En tout, le taux de revalorisation qui était insignifiant pendant 20 ans, les retraités, il était monté à 65% pour les cadres, enfin pour les grandes retraites, et 80% sur une période de 5 ans pour les vitres. Moi, je ne suis pas contre le taux de revalorisation. Au contraire, le pouvoir d'achat des retraités, moi j'ai dit tout à l'heure, 60% des retraités touchent moins que le SNMG. Mais est-ce qu'on pouvait revaloriser en même temps les retraités qui touchent 25 millions et de lui donner tout ce taux-là par rapport à un actif, le salaire de SNMG, aujourd'hui, 2012, il n'a pas bougé. Et les taux de revalorisation, vous allez les trouver dans un procès verbal des conseils d'administration de la CNR, où ils disent textuellement en 2014, à la fin 2014, ils le disent textuellement. Et ça a été repris par le rapport du CNES, de conjoncture, le CNES, dans le premier semestre 2015, où ils disent que l'une des raisons essentielles du très grand déficit, qui est de 317 milliards de dinars, dans la CNES, résulte dans la revalorisation qui a été prise. Dernier point, je voudrais dire par rapport aux dépenses, parce qu'il a parlé de santé, par exemple, le transfert pour soins à l'étranger. Aujourd'hui, on entend beaucoup, même chez vous ici, on a entendu une fois, tout le monde dit aujourd'hui, l'État a réduit à néant pratiquement les transferts d'argent par l'étranger. On parle de 70% de réduction, de 90%, de 95% entre 2002 et aujourd'hui. Et je tiens à dire que ce n'est pas vrai. Peut-être sur le nombre, les chiffres, ils ne publient pas, mais sur le plan des dépenses pour les TSE, c'est-à-dire les transferts à l'étranger, sur le plan des dépenses, je peux vous assurer que ces dépenses-là, qui étaient de 1,8 milliard de dinars en 2001, 1,8 milliard de dinars en 2001, ils sont à 1,2 milliard de dinars en 2019. 2020. Ils étaient de 1,8 milliard de dinars en 2001, aujourd'hui ils sont à 1,2 milliard de dinars. Voilà, il y a une réduction de 95%. Et moi, je suis pour non seulement des transferts à l'étranger et qui sont réservés à une nomenclature, moi, je dis qu'il faut les arrêter et l'argent, il faut transférer vers nos hôpitaux et comme ça, on va obliger nos responsables, parce que si nos responsables savent ils seront obligés de développer nos établissements de santé. Mais maintenant, tant que malheureusement. Merci, M. Boudelba. Ah, une question. Allez-y. Oui. Moi, je réponds. Je dis que la nature a horreur du vide. Et ce vide, il a été créé par les salariés travailleurs, par leur absence en matière d'engagement syndical, d'une part, et d'autre part, par la faiblesse des hommes du syndicat. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reprise. C'est-à-dire les questions de fond. Qu'est-ce que vous pouvez faire, M. Boudelba? M. Azé, à qui on rend hommage, gratitude pour son engagement pendant des années, voire des décennies. Sur quoi vous allez vous appuyer si ce n'est pas sur les travailleurs? Les travailleurs d'aujourd'hui se sont démobilisés de la question syndicale. Ils ne veulent plus se protéger. Eh bien, tant pis pour eux. C'est là où il faut mettre l'accent. Parce que tous les chiffres, c'est bien, c'est très technique. Mais les questions de fond, comment ramener la masse des travailleurs à s'engager dans l'action? Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale? Ce n'est qu'un salaire différé. C'est mon salaire. C'est une partie de mon salaire qui est différée. Et toute la question, elle revient d'abord aux salariés.
la faiblesse, le monde salarial dans le domaine syndical est considérable. Et c'est là qu'il faut travailler. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci, M. Boudelba, pour toutes ces réponses très intéressantes. Merci à vous. Oui, M. Lalmas, allez-y. Je ne pouvais pas ne pas parler. C'est toujours agréable de vous écouter, M. Boudelba. Moi, j'ai soulevé un petit paradoxe concernant les propositions de sortie de cette situation. Vous avez axé votre intervention sur les taxes qu'on pourrait éventuellement apporter ou l'imposer pour essayer de corriger le déficit des caisses. Mais il faut comprendre que si on choisit la direction, on va réduire de beaucoup, notamment les bénéfices des sociétés qui seront concernées et touchées par des taxes, notamment la solution de l'imposition sur les bénéfices. Très souvent, les bénéfices sont réinjectés dans l'investissement. Si vous vous attaquez à ces bénéfices, si vous rajoutez, vous augmentez les taxes, ça sera des bénéfices en moins. Donc, il y aura de l'investissement en moins. Donc, il y aura des impôts en moins. Hein? Alors, et des recrutements en moins. Exactement. Donc, je pense que le chemin, la voie, tu as les taxes et tu as surtaxé, etc. Je pense qu'on l'a essayé. De tout temps, on a essayé les histoires à dos. Parfois, ça marche. Mais très souvent, ça ne marche pas quand on a une économie paralysée. Ok, si on avait une économie qui se portait bien, j'aurais compris peut-être l'approche à dire, ah oui, ok, on va imposer parce que nous avons une économie assez proactive, assez intéressante, assez forte, etc. Là, on peut se permettre d'aller dans cette direction. Mais vous avez une économie qui est paralysée, qui est à l'arrêt. Donc, on ne peut pas imposer une économie qui est à l'arrêt. Donc, il faudrait, à mon avis, voir comment exploiter déjà cette manne qui est très importante au niveau des caisses. Dans certains pays, l'argent est exploité, est utilisé, est placé, etc. Donc ça pourrait, nous orienter la direction. Essayer d'exploiter, essayer de faire exploiter de la masse à dette à les caisses, les placer pour essayer de les rentabiliser, par exemple. Mais surtaxer encore, je pense que taxer une économie paralysée ne peut pas être vraiment une solution de sortie de crise. Ça. Je vous remercie. Merci, M. Lalmas. D'abord, pour placer l'argent, placer l'argent qu'il y a déjà dans les caisses, moi je pense qu'il y a tellement de caisses sont vides qu'il n'y a absolument rien à placer. Parce que les recettes de la CNAS, de la CNR et de la CNAC réunies ne représentent que 5% du PIB. Je vous ai dit, 5% du PIB, c'est absolument rien du tout. Ils n'arrivent même pas à se suffire. C'est-à-dire même pas à couvrir 2-3 mois de leurs besoins. Donc, la majorité de mes propositions, c'était d'abord des choses qui devaient rentrer et qui ne sont pas rentrées. Et j'ai donné des chiffres, j'ai donné des indicateurs au niveau économique, des indicateurs au niveau macroéconomique qui montrent que la marge elle est réelle. Deuxièmement, moi je vous suis, M. Lalmas, de dire, attention, il ne suffit pas de presser l'économie parce que trop d'impôts, comme on le dit certains, tuent l'impôt quand même. Moi j'ai tenu compte de ça. Je ne vous cache pas que si vous allez sur Internet, vous allez trouver que mes propositions de l'année passée seulement, ça fait 1 année et demie, étaient d'augmentation de 3% dans le taux de cotisation. Je suis revenu à 1,5% pour tenir compte de ce que vous dites, c'est-à-dire 1% et 0,5%, pour vous dire que je m'tfa'al avec le mujtama et je m'tfa'al avec la situation économique. Maintenant, pour dire, moi, et là, j'ai beaucoup d'experts, lorsqu'ils disent qu'il y a beaucoup d'impôts, et si on fait ça, ça va, d'abord, il n'y a pas de vraies études sur ce plan-là, c'est-à-dire sur, si vous voulez, ce qu'on appelle le coin fiscal, c'est-à-dire le poids à la fiscalité, c'est-à-dire à quel niveau et est-ce qu'on peut avoir de plus. Je prends les experts qui disent qu'ils sont contre le truc égalitaire, contre l'égalité, le doing business à la Banque mondiale, qui parle justement qu'il faut améliorer le climat des affaires, il parle justement de ce poids dans la fiscalité. Qu'est-ce qu'il dit pour le poids de la fiscalité? C'est vrai qu'on casse l'Algérie à 160 places, et tous les experts viennent dire l'Algérie, regardez, elle est très mal classée. Mais si vous rentrez dedans, vous allez trouver que le mauvais classement n'est absolument pas dû au taux de cotisation ni au taux de l'impôt. Il considère que nous avons 72%. Qu'est-ce qu'ils prennent dans les 72%? Ils prennent 36% sur la sécurité sociale en Algérie, parce qu'elle est basée sur la répartition. Ils les prennent comme 36 points, c'est-à-dire les cotisations à la sécurité sociale, alors que chez nous c'est un complément de salaire. Ils prennent le nombre de déclarations qu'ils font, la bureaucratie, les trucs. Ils prennent tout ça pour dire que c'est très très lourd. Mais lorsqu'ils prennent le taux commercial, parce qu'il y a le taux d'impôt commercial, il y a le taux d'imposition globale. Mais lorsqu'ils prennent le taux commercial, c'est-à-dire un bénéfice, quel est le taux qu'on lui applique?
Parce qu'ils considèrent le taux, on réinjecte tous les bénéfices et on calcule le taux que paye un employeur par rapport à toutes ses rentrées, avant de payer aucun autre impôt. On a 72%. Mais vous savez, le taux d'impôt payé sur le taux de bénéfice commercial en Algérie, c'est Doing Business qui le dit, c'est pas moi. 6,6%. Tous les autres pays, ils payent 15%, 16%, 18% du taux. C'est-à-dire que le problème de l'Algérie n'est pas au niveau du taux d'imposition, y compris de l'impôt, y compris sur le plan fiscal, mais il est ailleurs, c'est-à-dire le climat fiscal, il est énorme, on peut le faire. Mais le taux d'imposition lui-même sur le bénéfice commercial, il est insignifiant. Et je vous dis, vous pouvez consulter les rapports de Doing Business chaque année, y compris le dernier, et il donne le taux qu'on applique justement sur le bénéfice, et en Algérie, il est insignifiant. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite ou les pays du Golfe, mais c'est zéro, il ne fait rien du tout. Je parle par rapport aux pays limitrophes, par rapport aux pays européens. Il est 26%, l'IBS. Il est sur le taux de bénéfice. Non. L'IBS, l'impôt sur les bénéfices, il est pratiquement à 26. Non, non, ça c'est le taux. Non, ça c'est le taux appliqué pour chacun. Moi, je donne le taux. Ils prennent une entreprise privée, ils ne prennent pas pour tout le monde. Ils prennent une entreprise privée qui emploie tel nombre de travailleurs par rapport aux exonérations. Ils prennent une entreprise échantillon. Il détermine quel est le taux qui lui est appliqué, parce qu'il y a les exonérations, il y a beaucoup de choses qui interviennent, et il détermine pour faire l'égalité entre tous les pays, parce qu'il faut comparer le comparable. Et lorsqu'on les compare, ils sont arrivés, je parle de taux commercial, ils sont arrivés à ce que le taux commercial en Algérie de l'impôt, il est inférieur au taux qui est appliqué ailleurs. Par contre, le taux de l'impôt global, c'est-à-dire ce qui intègre d'autres choses, en Algérie c'est vrai, il est de 73%, c'est-à-dire qu'il place l'Algérie à 140 places en Doing Business. Et on aura peut-être une autre discussion sur ça. Inch'Allah. Merci, M. Bouderba. Merci à tous. M. Bouderba, il y a un cadre, la sécurité, qui va donner une série de propositions. Ah oui, bien sûr. La première,